moi, je pense que on ne peut pas guérir dans les endroits où on tombe malade. Quand dans les moments compliqués de nos vies, il faut se remettre à rêver, il faut s'émerveiller, il faut partir peut-être vers l'inconnu, vers les autres, et finalement, c'est aller vers soi. Sans chagrin, on aurait du mal à se construire. Je pense qu'aussi, c'est dans la douleur que beaucoup de choses se passent, qu'il y a des changements. Les chagrins d'amour, ils nous révèlent un peu à nous-mêmes. En fait, je pense que les évidences, c'est ce qu'on a sous les yeux, mais que l'on ne voit pas. C'est juste qu'aussi, on nous apprend pas à l'école à aller vers nous-mêmes. La poésie, c'est une façon d'habiter le monde, d'être présent à soi, aux autres et d'appartenir à l'instant. C'est aussi ça, la poésie. Tout s'oppose à nous. Il y a plein de situations compliquées, il y a plein d'événements compliqués. Les choses, elles sont comme elles sont. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donner un sens à sa vie, je pense que ça commence par là. Yes. Ah, on a passé un bon moment. Ouais, c'est cool. J'ai pas vu le temps passer, moi. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence avec Pierre-Nicolas Marquez, qui est plus connu sous le nom de L'Émo du Marquis sur les réseaux sociaux. Donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Tu te présentes comme un auteur poétiseur. Tout à fait. Donc voilà, on va te laisser l'occasion de te présenter aussi. Tu vas nous parler de ton livre, de ta passion pour le vélo et de ta passion aussi pour la poésie et de tout ce que tu as envie de nous transmettre. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Confidence. Salut Pierre. Bonjour Martin. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va très bien et toi? T'as l'air stone, mec. Non, je suis pas stone, je suis très heureux d'être là, je suis ébloui. T'es Je suis ébloui, je suis heureux, je suis content de partager ce moment avec toi. Ouais, on est bien. Je suis content de te recevoir parce que je te connaissais pas énormément. Je te connaissais via des copains un peu interposés. Et je t'avais déjà croisé sur les réseaux, mais c'est vrai que j'avais pas forcément. Tu peux pas t'intéresser à tout sur les réseaux sociaux, évidemment. Puis on a eu l'occasion de se rencontrer à quelques soirées. Et on avait un peu discuté et j'aimais bien ton mood, etc. Et je trouve que tu avais pas mal de choses à transmettre. J'ai lu en plus de ça ton bouquin. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Pierre-Nicolas Marquez. Sur les réseaux sociaux, je me nomme Mo du Marquis, auteur, poétiseur, bordelais, 29 ans. Et mon premier livre, morceau lapsus, mon premier livre, Mémoire en roue libre, vient de paraître aux éditions Carme le 6 avril dernier. Et poétiseur, qu'est-ce que ça veut dire alors? Poétiseur, c'est un créateur d'ambiance à l'aide des mots et je pense que l'on peut tirer une conclusion de n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On peut toujours tirer une leçon. Ben écoute, moi ce que j'ai envie, pour commencer un petit peu cette vidéo, pour un petit peu le point d'ancrage, on va parler de ton bouquin. Donc c'est un bouquin que tu as édité avec les éditions Kern. Exactement. C'est une maison d'édition bordelaise, tu m'avais dit? Elle est à côté de Pau, à Morlaix exactement. Ok. Elle n'est pas Bordeaux. C'est pas Bordeaux. Non. Et donc ça s'appelle Mémoire en roue libre. Donc je tiens quand même à le préciser parce que il y a quand même pas mal de différences. Il y a des gens issus de la différence qui ont leur singularité dans Confidence. Et c'est vrai que c'est la plupart, il y a quand même pas mal de handicaps. Toi, il n'y a aucun jeu de mots avec Mémoire en roue libre, tu n'es pas en fauteuil. Non, c'est juste en deux roues. Voilà, tu es en deux roues, tu vas nous parler de ta passion pour le vélo. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas ce bouquin, Mémoire en roue libre, qu'est-ce que tu racontes? Puis on va creuser un petit peu. Bien sûr, alors Mémoire en roue libre, ça raconte toute ma traversée des Pyrénées à vélo en mai 2021 pour la fondation Recherche Alzheimer. Avec mes équipiers, nous sommes partis de Perpignan jusqu'à Biarritz en passant par tous les grands cols mythiques, et notamment sur les routes également du Tour de France, la plus belle course au monde. Et nous avons levé des fonds pour la fondation Recherche Alzheimer, qui est une fondation qui était à la Piété-Salpêtrière, qui a été fondée par le professeur gériatre et psychiatre Olivier de la Doucette, qui a rédigé la préface de ce livre. Alors, je ne suis pas à l'origine de ce voyage. C'est mon ami Jacques Darigo que j'ai rencontré lors d'une traversée de l'Espagne à vélo 2 ans plus tôt. On avait fait Barcelone-Séville cette fois-ci. Qui m'a contacté en mai 2021 pour faire partie de ce voyage parce qu'il voulait rendre hommage à son grand-père décédé des suites de la maladie d'Alzheimer. Moi, j'ai 29 ans aujourd'hui, j'écris depuis que j'ai 16-17 ans. Je commençais à chercher par quel projet je pourrais présenter mon travail. Et il suffit qu'un chagrin d'amour me tombe dessus pour que j'ai l'envie de partir, que tous les événements se mettent dans le bon ordre, on va dire, que les planètes s'alignent, que Jacques Darigo m'appelle à ce moment-là, et puis je décide de prendre la fuite, et puis je tiens un carnet de bord au fil de mon voyage, et ce carnet de bord, tu le tiens aujourd'hui entre tes mains, Martin. Ouais, et moi je l'ai lu, et c'est vrai que, tu vois, on en parlait tout ça rapidement un petit peu en off tout à l'heure. C'est vrai que moi, tu parles un petit peu de ton rapport au vélo, ta grand-mère, on va un petit peu en parler. Le Tour de France, moi c'est vrai que j'ai toujours vu mon père regarder le Tour de France, mon frère aussi. Et la manière dont on parle, ça m'a fait aussi remémorer et remonter des souvenirs que j'ai pu vivre à l'époque.
Bon, moi, j'étais pas à fond dans le vélo. Et pour le coup, c'est vrai que le fait de lire ton bouquin, bah, ça m'a donné envie. Parce que, en tout cas, tu as trouvé les bons mots pour donner bah, l'envie à des gens de peut-être s'intéresser à ce sport-là. Parce que tu en parles avec une telle passion que bah, on ne peut que s'y intéresser. Et donc, tu dis, tu pars avec ton ami Jacques, c'est ça? Ouais, et plusieurs équipiers. Hein. Ouais, Jacques a réuni que des amis qu'il a rencontrés sur le vélo au cours de sa vie. Et personne ne se connaît. Il n'y a que Jacques qui connaît toutes ces personnes. Personne ne se connaît. Et Jacques, c'est un ancien cycliste? Non, Jacques, c'est un passionné de sport qui a longtemps travaillé au Girondins de Bordeaux, qui a travaillé un petit peu à l'UBB. Après, j'en connais pas plus que ça sur sa carrière, mais c'est quelqu'un voilà, qui a toujours été dans le sport, qui est toujours partant pour faire des projets un peu fous, comme celui-ci. Et donc là, donc tu dis c'est un chagrin d'amour. Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler ou... Bien sûr, on peut en parler. Moi, je suis très à l'aise avec les chagrins d'amour. Hein. Je pense que même les chagrins d'amour on est tous sont vitaux. Pour nous, vitaux même, je dirais. On est tous confrontés à des chagrins d'amour, de toute manière. Toutes et tous, et heureusement, parce que sans chagrin, on aurait du mal à se construire. Je pense qu'aussi, c'est dans la douleur que beaucoup de choses se passent, qu'il y a des changements. Les chagrins d'amour, ils nous révèlent un peu à nous-mêmes. Puis c'est aussi une preuve qu'on a beaucoup aimé. Donc, je souhaite à toutes et tous d'avoir des chagrins d'amour, beaucoup de chagrins d'amour. Ouais. Et puis donc, il faut savoir aussi ce qu'on en fait de ces chagrins. Je pense que les choses qui s'opposent à nous durant notre vie, les moments compliqués, ils sont là, on doit toutes et tous y faire face, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout ça le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces choses-là. Moi, je pense que on ne peut pas guérir dans les endroits où on tombe malade. Quand dans les moments compliqués de nos vies, il faut se remettre à rêver, il faut s'émerveiller, il faut partir peut-être vers l'inconnu, vers les autres, et finalement, c'est aller vers soi. Mais je ne peux pas me remettre debout dans les endroits où je tombe. C'est impossible. J'ai besoin de partir voir ailleurs, voir du pays, me sentir tout petit dans des grands espaces. Et je pense que le voyage... tu sais, il y a cette citation de Michel de Montaigne. Lorsqu'on me demande raison de mes voyages, je réponds ordinairement que je sais ce que je fuis, mais non pas ce que je cherche. Ouais, tu l'as dans... Voilà, elle est justement dans ce livre. Ouais. Donc moi, dès que j'ai eu des moments compliqués, j'ai toujours fui. Au divorce de mes parents, je suis parti en mission humanitaire au Kenya. Lors de ma première séparation amoureuse, j'étais parti sur les plages du Sud-Ouest vivre en ermite pendant 1 mois. Enfin voilà, la disparition d'un ami, j'avais traversé l'Espagne à vélo, là où j'ai rencontré ce fameux Jacques Darigo dont on parle dans le livre. Voilà, je pense que partir, toujours partir. Et toi, Pierre, fuir, c'est vivre. Et toi, Pierre, tu es donc t'es bordelais? Oui. Tu as grandi à Bordeaux? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bordeaux? Bordeaux ma ville, Bordeaux ma life. Non, mais de qui tu es, de ton enfance, ce que tu as fait peut-être un petit peu comme études, ce que tu fais aussi maintenant, de quoi tu vis. Ça fait beaucoup de questions en une. Je peux y répondre. J'ai les capacités. Tu as les capacités cognitives pour, c'est parfait. Écoute, je suis né à Bordeaux. Bordeaux, que dire, cette ville, je l'ai arpentée par toutes les saisons, tous les temps, dans tous les états. C'est une ville qui est en train en plus de devenir vraiment grande. Il y a de la dynamique. Enfin, il se passe des choses à Bordeaux, beaucoup plus qu'il y a 10 ans en tout cas. Donc, c'est chouette. Puis Paris, tu as 2 heures de train. Donc, moi qui suis beaucoup dans les allers-retours Paris-Bordeaux, c'est top. Donc, j'ai grandi ici. Quartier Saint-Michel, gare Saint-Jean. Donc, super quartier, populaire, où il se passe toujours des choses. Il y a de l'animation. Aujourd'hui, je vivote, on va dire. Je tente de me faire une place dans ce milieu de l'art, que ça soit dans le milieu de l'écriture. J'ai d'autres projets à côté, bien évidemment, notamment dans la musique un petit peu, dans la création de podcasts, peut-être l'écriture aussi d'un spectacle. Enfin voilà, il y a plein de choses qui gravitent autour de ça et j'aimerais bien y faire ma place. Et puis, quelles étaient les autres questions? Non, les questions, c'était de savoir un petit peu où est-ce que tu avais grandi, ce que tu avais fait comme études. Études, de quoi tu vis aussi actuellement. Parcours scolaire très compliqué. Ouais. Parcours scolaire très compliqué. J'avais 22 ans, j'étais encore en terminale littéraire. Ouais. C'était très compliqué pour moi, les études. J'ai redoublé 4 fois. Ça a commencé le CE1, ensuite j'ai redoublé la seconde, la première, la terminale. J'ai été réorienté plusieurs fois. On m'a mis en bac pro vente, en bac pro logistique et transport. Après, j'ai réussi à revenir dans un parcours plus général en littéraire, justement. J'ai été viré de 5-6 lycées. Donc, tu vois, ça m'a aussi permis de faire un guide touristique des lycées de Bordeaux. Tu vois, je connais assez bien. Et pourquoi tu étais viré des lycées? J'étais pas vraiment un mauvais garçon. J'étais plutôt un petit gars sympa, mais perturbé, perturbateur. J'allais plus à l'école pour déconner, me marrer avec les copains et les copines que pour travailler. J'étais pas un bon élève. J'étais un élève peut mieux faire. Puis je marchais beaucoup à l'affect. Si j'avais un prof ou une prof avec qui je m'entendais bien, avec qui je sentais qu'il y avait un lien qui se tissait, j'étais un bon élève. Et puis si j'étais noyé dans la masse avec
un prof qui était vraiment, qui appliquait bête et méchant les règles, on devenait très vite ennemis. Ça a été compliqué, ça, pour toi? Ouais, cette très période compliqué parce que tu comprends pas vraiment. Quand t'es gamin, on te dit tu feras rien de ta vie, on sait pas quoi faire de toi, tu vas devoir quitter l'établissement. En fait, c'est que de l'agression. Moi, en tant que jeune garçon, même si tu avais moi expliqué les choses, j'avais pas le recul et la maturité pour comprendre ce que j'étais en train de faire. Moi, je voyais ça avec ma perception à moi. Tu te sens juste mis à l'écart, tu te sens minable, t'es pas bon, on fera rien de toi. Bon, bah, tu prends tout ça sur les épaules assez jeune, c'est compliqué. Aujourd'hui, le garçon que je suis, bon, je suis très heureux de mon parcours et si je devais le refaire, je referais exactement les mêmes choses parce que j'ai eu des grands moments de plaisir, ça m'a permis de rêvasser, ça m'a permis de me construire, donc ça fait partie de moi. Mais ouais, c'est brutal, ouais. C'est compliqué de trouver un sens. Surtout quand on fait que de dire que t'es dans l'erreur. Et du coup, c'est quoi le sens que tu as donné à ce moment-là? Parce que tu dis que tu as fait ta terminale à 22 ans, donc tu as eu ton bac à ce moment-là. J'ai même pas eu le bac. J'ai complètement foiré mon bac littéraire. Hein. Et du coup, ça a dû être dur aussi psychologiquement. Bien sûr. C'est hyper. Enfin, tu dois te sentir dévalorisé parce que tu trouves pas ta place. Et... Ouais, c'est ça. Ça devient même un angoisse. Moi, à la fin, j'allais au lycée avec de l'angoisse. Tu vois, ça devenait une source de problème. Ma mère, je me rappelle, des fois, elle me déposait devant le lycée, elle partait, je faisais demi-tour. Tu vois, je séchais les maths, enfin, je m'arrangeais avec les matières pour pas avoir trop de problèmes. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est une partie de toi que je connaissais pas du coup. J'avais pas forcément prévu d'aller sur ce terrain-là avec toi, mais moi, ça me parle de ouf parce que j'ai vécu exactement la même chose. Ah ouais? Et tu vois, l'affect avec les profs, c'est exactement la même chose. Je pense que j'étais un élève moyen, en tout cas à cette période-là. Et ça a été longuement compliqué. Et moi, c'est pareil. Genre, moi, je m'étais enfermé dans les jeux vidéo et je jouais à la console et j'allais pion, quoi. Alors moi, j'étais pas dans les jeux vidéo. Mais moi, du tu coup, vois, ce que tu dis, c'est ça. Moi, je me sentais vachement dévalorisé. avec les par jeux rapport vidéo, aux t'es autres. encore plus isolé. C'est-à-dire que tu t'isoles de l'école, mais avec les jeux vidéo, t'es encore plus isolé. T'es chez toi devant un écran. Alors que moi, tu vois, j'ai séché les cours pour aller chez les brocanteurs. Je commençais à travailler, à faire l'argenterie. Tu vois, l'école, j'adhérais pas à ce Ouais, mais système toi, à du l'époque, tout, déjà, tu pouvais te connecter avec d'autres personnes et Voilà. tu pouvais discuter. Et tu sais, moi, j'habitais à la Cambrousse, mec. Donc, c'était un peu. Ah oui, Toi, ok. Ouais, j'étais pas pas en pareil. ville, pour le coup. Je comprends. Et du coup, bah, c'était un peu un moyen d'avoir du lien social et puis bah, d'éviter l'école. Tu vois, c'était un peu comme toi, c'était un peu l'angoisse. Et puis, tu te sens moins bien que les autres. Tu T'as vois. redoublé? Moi, j'ai redoublé ma terme, mais Une fois, quoi. j'ai redoublé une fois. Après, ça a été quand même beaucoup mieux mes études, mais j'ai mis du temps hein, quand même Et c'est pour ça que je te pose ces questions, parce que je trouve que tu te dévalorises énormément, longuement, et après, c'est dur de se construire. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis peut-être de justement trouver un petit peu un point d'ancrage? Parce que qu'est-ce qui s'est passé du coup entre le moment où t'as pas ton bac et ce que tu veux faire après? Bah, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. J'avais une vague idée quand j'étais gamin. Je me rappelle, je voulais être vétérinaire. Bon, vu mon niveau en maths, j'ai vite compris que je serais pas vétérinaire. Mais j'ai fait l'écriture. L'écriture a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours écrit dans un petit carnet, au fond de la classe, en cours, toujours écrit. Je faisais pas mes devoirs, mais j'écrivais. J'écoutais pas en cours, mais je lisais. J'ai toujours eu la littérature, l'écriture comme soutien. Mais si j'avais dit un jour je serais auteur, les profs se seraient mis sûrement à rire, parce que c'est pas un métier. Donc il était pour moi inenvisageable qu'un jour je puisse devenir auteur ou que je me lance dans l'art, mais ça a toujours été là. Donc à mes 22 ans, je suis parti en mission humanitaire en Afrique. Je suis revenu, après j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, comme je te disais, j'avais quelques contacts chez les antiquaires, après je faisais un peu les marchés, j'ai fait serveur dans les restaurants, etc. Mais c'était pas des objectifs, tu vois, c'était pour vivoter. Mais j'avais toujours l'écriture, et puis en mai 2021, quand je fais face à ce chagrin d'amour, je me mets dans l'écriture et je me dis, ben, je vais sortir un livre et je vais tenter d'en faire mon métier. Ça s'est fait comme ça. En fait, je pense que les évidences, c'est ce qu'on a sous les yeux mais que l'on ne voit pas. C'est juste qu'aussi, on nous apprend pas à l'école à aller vers nous-mêmes. On nous apprend pas à aller vers ce que l'on aime. On nous demande de rentrer dans un formatage bête et méchant où il faut avoir un diplôme pour pouvoir faire des études après et rentrer après, entre guillemets, dans la vie professionnelle. Mais je pense que tous les chemins sont bons. Tu vois. En plus, dans cette période, donc, de ce que tu disais en début d'interview, tes parents ont divorcé à 18-19 ans, ouais. Donc, ouais, c'est quand même. T'as quand même ce chagrin d'amour, la séparation de tes parents, toi qui as du mal aussi à te trouver dans l'école. Et ça fait beaucoup de choses, finalement, d'un coup. Et pour un petit gars de 18 ans, ouais, ça commence à faire beaucoup, surtout l'échec scolaire, comme tu viens de le dire. Mes parents, moi, mon premier chagrin d'amour, c'est le divorce de mes parents. Tu vois, c'est voir le modèle qu'on m'avait promis, qu'on m'avait vendu, qu'en fait, c'est pas vrai. Tu vois, c'est une grosse désillusion. Donc ça, plus ça, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Puis j'ai dit, allez, j'arrête tout ça.
c'est fini. 22 ans en terminale, on va arrêter le massacre. Et qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans le divorce de tes parents? Ça a été... Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont issus du divorce. Bon, il y en a qui arrivent peut-être un peu plus quand toi t'es âgé. Moi, par exemple, ça m'est arrivé quand mes parents étaient jeunes. Je l'ai pas vu comme un problème, tu vois. Ouais. En tout cas, pas de manière consciente. Ouais, mais peut-être que c'est aussi une façon d'avoir conscience ou non. Moi, si tu veux, j'ai vu les deux personnes que j'aime le plus au monde se déchirer. Voir que l'union, au final, c'était pas ce qu'on m'avait vendu. Puis la vente de ma maison familiale, tu vois, où j'ai grandi, tous mes souvenirs, c'est un nouveau monde. Quand tu déménages, c'est un nouveau monde, tu vois, c'est quelque chose de compliqué, ouais. Enfin, pour moi, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a rendu triste. Donc j'étais en fuite permanente. À la fin, je sortais le soir, j'allais plus en cours. Et du coup, tu as transposé. Est-ce que tu as transposé le chagrin d'amour dont tu parles? Est-ce que tu as essayé de retrouver cet amour que tu n'avais pas vu chez tes parents, le retrouver dans peut-être ta relation Non, je pense pas. Non? Non, j'ai pas été chercher là-dedans. Non, j'ai fait ma vie de petit gars autrement. Après, mes parents se sont toujours occupés de moi. Et ça a duré combien de temps, du coup, ce chagrin d'amour qui t'a causé du tort? Et c'est celui qui t'a... Non, là, c'est en 2021. Là, c'est beaucoup plus tôt. Ah ouais, donc là, t'étais plus jeune. Ouais, là, c'était beaucoup plus jeune. Et donc... C'était ma copine de l'époque. Ok. Et celui-ci, là, qui t'a fait partir, t'étais resté combien de temps avec cette personne? 2 ans. 2 ans? Ouais. Et donc, vous êtes séparés? Ouais, j'ai dû mettre un terme à cette relation parce que ça devenait trop compliqué pour moi. C'était invivable. C'était invivable. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui m'aimait sûrement beaucoup, mais sa vision de l'amour n'était pas la mienne. Et à un moment donné, il faut savoir dire stop, même quand on aime, on peut pas accepter l'inacceptable sous prétexte qu'on est amoureux. Donc ouais, j'ai dû quitter cette fille, c'est ce que je dis, hein, alors que... Et qu'est-ce qui était dérangeant du coup? Bah si tu veux, je pense que aimer, c'est aussi respecter. C'est prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Et tout ça, ça n'y était plus, tu vois. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est moi ou elle. Donc c'est toi qui as fait le choix de partir? Ouais. Et du coup, ah d'accord, parce que moi je l'avais pas interprété comme ça quand je lis le bouquin. Si, c'est moi qui ai dit, je suis désolé, je t'aime énormément, mais là aujourd'hui je peux plus. Je peux plus. Donc là, en gros, pour un petit peu penser tes plaies, comme tu le dis dans ton bouquin, penser les pensées de la tête, tu décides et tu fais le choix de partir. Pourquoi c'est important pour toi de partir à ce moment-là? Ben, comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'on peut pas guérir dans les endroits où on tombe malade. La fuite, c'est la mise en retrait, c'est la protection, c'est le fait de partir s'émerveiller. Je pense qu'on médite, tu vois, autrement quand on est en voyage, quand on est ailleurs, que dans les endroits où on a l'habitude d'être. C'est une autre façon d'aller vers les choses, de les penser, justement. Et donc là, du coup, tu envisages de partir combien de temps? À ce moment-là? Ouais. Je sais pas, au début, je me rappelle, je regardais les billets d'avion pour partir faire un trip au Maroc ou partir en Grèce. Je pensais partir 1 ou 2 mois, tu vois. Et là, Jacques me propose de partir faire une dizaine de jours, une traversée des Pyrénées à vélo. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Ça m'a ramené un peu à ma Madeleine de Proust. J'ai dit, je vais être sur les routes du Tour de France. En plus, je vais pouvoir réaliser un rêve. Je me dis, l'aventure, elle est peut-être là. Donc, je me suis embarqué dans ce projet. Et donc, en vrai, le vélo a une place prédominante parce que c'est ce qui t'a permis aussi de te soigner. Finalement, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Cette aventure, si je devais la résumer en quelques mots, c'est que rien n'est grave, que tout passe, les bons moments comme les mauvais, qu'il faut profiter de l'instant, qu'il est urgent de prendre soin de soi, et que peut-être que toutes les réponses sont en nous. Et je trouve marrant aussi, parce que pendant que je lisais ton bouquin, je trouvais que c'était assez l'illustration finalement de la vie, parce que tu as fait la traversée des Pyrénées, et finalement c'est un peu à l'image de ce qu'on traverse tous, c'est que c'est toujours un peu en dents de scie, il y a des moments où on est au top, il y a des moments où on est vraiment au fond du gouffre, et puis c'est cyclique en fait finalement. Moi je pense que le vélo est une formidable allégorie de la vie. J'avais un entraîneur quand j'étais petit qui me disait, tu sais, tout ce que tu rencontreras sur ton vélo, tu le rencontreras dans la vie. La vie n'est faite que de haut et de bas, et c'est surtout une question d'équilibre. Et il est vrai que sur un vélo, tu peux rencontrer toutes sortes de difficultés que tu rencontres dans ta vie de tous les jours. Et donc tu as 2 passions, tu as le vélo, tu as l'écriture. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion du vélo? Bien sûr. Et de comment elle est née? Le vélo, j'imagine que
que tu pars pas comme ça. Bah non, la j'ai été fleur au initié. Voilà, J'ai été initié par ma grand-mère maternelle, Mamou, à qui je rends hommage dans ce livre, qui m'a transmis son amour et sa passion pour le Tour de France lors d'une après-midi de juillet 2003, donc j'étais petit. C'est elle qui me gardait durant les longues et ennuyeuses après-midi de juillet. Et un midi, après le fameux déjeuner en tête-à-tête avec Jean-Pierre Pernaut, elle me dit « Je vais te faire découvrir le Tour de France ». Et à 14h, le direct a commencé. Et là, je vois l'hélicoptère, tous ces coureurs. On aurait dit un champ de fleurs en mouvement. Je suis tout de suite embarqué dans cette histoire un peu folle parce que le Tour de France, c'est pas qu'une course de vélo. C'est le patrimoine français. C'est la fête sur le bord des routes pendant tout le mois de juillet. C'est le 14 juillet tous les jours, quoi, comme disait Gérard Holtz. Et donc, je me retrouve embarqué dans cette folie. Et puis, j'ai découvert qu'après le Tour de France, il y avait le Tour d'Italie, qu'il y avait le Tour d'Espagne, qu'il y avait les courses d'un jour comme Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, les classiques de printemps, comme on les appelle. Et puis, quelques années après, il y a un coureur en particulier qui me donne envie de faire du vélo, c'est Mark Cavendish, dont je parle dans ce livre, originaire de l'île de Man, le meilleur sprinter du monde, qui aujourd'hui a 35 victoires d'étape sur le Tour de France, recordman, qui a battu Eddy Merckx sur l'édition dernière du Tour de France, qui vient de prendre sa retraite aussi il y a quelques jours. Et donc, je dis à mes parents, je veux démarrer le vélo. Et donc là, je fais mes premiers débuts au CAB Cyclisme à Bègles. Tes parents t'ont vachement accompagné d'ailleurs. Ouais, vachement, tout de suite. Tout de suite parce que mes parents, ils ont toujours voulu que je fasse du sport. Donc je faisais déjà du sport, du foot, du judo, un peu ce qu'on a tous fait, quoi. Et là, le vélo. Et le vélo, c'est marrant parce que le vélo, c'est quand même un sport très difficile. Donc je me suis toujours interrogé en me disant, bien que ma grand-mère m'ait transmis son amour pour le Tour de France, le vélo, etc., est-ce que j'ai pas eu aussi envie d'aller me faire un petit peu mal et d'aller chercher les limites aussi que les parents peut-être n'ont pas toujours mis, tu vois? Parce que mes parents, c'est toujours des parents qui m'ont toujours un peu dit oui à tout. Parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Là, quand tu envisages de partir, donc le livre où en gros tu racontes un peu cette aventure, est-ce que tu peux nous dire quel est le trajet que tu envisages, combien de kilomètres tu fais, combien tu vas en faire par jour? Et puis surtout que tu vas te taper, pour l'avoir lu, tu vas te taper des cols qui sont quand même on a quand même fait, engagés, quoi. On a fait 20 000 mètres de dénivelé en l'espace de 8-10 jours, 100 km à 120 km par jour, 4-5 000 mètres de dénivelé. Donc au tout début, on se dit, bon, ça va être costaud, quoi, ça va être quelque chose, ça va être un vrai défi. Mais en fait, l'intérêt, il est là aussi. C'est que ce soit une bande d'inconnus qui se lancent dans un défi commun. Personne se connaît, on n'a qu'un but, c'est d'arriver ensemble. Donc c'est là où on peut parler aussi d'aventure sportive et d'aventure humaine, où de vrais liens se sont créés. Il n'y a aucune de ces personnes qui aujourd'hui n'est pas mon ami dans la vie de tous les jours. Alors que j'en sais beaucoup moins sur eux que sur des gens que je connais depuis tout petit. Parce que dans l'effort, sur le vélo, il n'y a pas moyen de tricher, tu dois tout de suite te découvrir. Tu révèles tout de suite qui tu es. Quand tu es dans la pente du Tourmalet à 18%, que tu sens plus tes jambes, tu vas droit à l'essentiel. Donc toute l'histoire de cette aventure, elle est là, dans la difficulté aussi. Donc ouais, c'est vrai que quand tu t'engages pour faire ce truc-là, tu pars quand même pas de rien, tu avais quand même déjà un niveau. Ben ouais, j'ai été coureur cycliste amateur quand même, parce que mes parents, donc, ils m'inscrivent au CAB Cyclisme, j'ai 15-16 ans, ouais, jusqu'à mes 22 ans, je suis sur un vélo. Non, même pas, je te dis une bêtise, parce que 22 ans, je pars en Afrique jusqu'à mes 20 ans, ouais, tu vois. 5-6 ans de vélo, en compétition, tous les dimanches à partir avec le club dans le nord, dans le sud, j'ai couru un peu partout. J'avais un rêve, c'était de devenir professionnel, avant l'écriture, hein, donc voilà, je voulais devenir professionnel. Moi aussi, je voulais devenir un coureur qui allait un jour porter le maillot jaune. Tu vois, c'est ce que je dis, j'étais un coureur du dimanche qui rêvait un jour de remporter le Tour de France. Bon, j'ai vite compris que j'avais... T'as gagné le Tourmalet, non? Ouais, j'ai gagné le Tourmalet dans ma tête, tout seul. Ça, c'est un chapitre qui m'a beaucoup plu. Je me suis amusé à l'écrire. Ouais. Bah, c'est amusant que tu dis ça, pour le coup, parce que au moment où je lis, je me dis, mais attends, mais j'ai loupé un moment dans le livre ou quoi? Tu sais, genre, parce que je me suis dit, attends, mais je bug ou... Et c'est à la fin que tu comprends qu'effectivement, Fruit de mon imagination. Ouais, non, mais c'était bien pensé, pour le coup. C'était bien pensé. Bah, c'est surtout que c'est un truc qui arrive à tous les coureurs. Quand on est sur notre vélo, on s'imagine tous à un moment donné qu'on est sur une course. Bah, c'est long. Ouais, et puis qu'il y a les grands favoris qui sont... Ça fait vivre le truc, tu vois. Dans notre tête, on s'imagine la course, on se la fait, mais c'est un truc typique des coureurs cyclistes, ça. Et donc ce bouquin, Mémoire en roue libre, moi j'avais une petite question par rapport à lui. Est-ce que ça a été difficile justement avec ton parcours? Peut-être que tu as perdu confiance en toi quand tu vois que, par exemple, je sais pas, les autres, ils avancent au niveau de leur étude et toi, tu as l'impression d'être un peu au point mort? Non, jamais. T'as jamais perdu confiance? Jamais, parce que... Putain, c'est fort, hein. Je me suis pas posé cette question, en fait. Je les voyais pas avancer. Putain, moi, ça a été tout l'inverse.
Là, je les voyais pas forcément avancer parce que ça me plaisait tellement pas, finalement. Parce que si je te pose cette question, c'est parce que je veux introduire celle que j'avais en tête. C'est que ça doit être difficile d'aller chercher une maison d'édition quand, entre guillemets, oui, mais quand tu as la passion qui te guide, quand tu as la passion, quand tu mets de l'amour, quand c'est quelque chose où vraiment tu sens au fond de toi que c'est tes tripes, que tu portes ce projet, que tu le vis, que tu rêves, que tu dors ce projet, que ça fait sens. Tu fais beaucoup d'efforts, mais tu n'as pas l'impression de faire des efforts. Moi, à l'école, faire des devoirs, ça me demandait des efforts terribles. Alors que là, quand c'est la passion qui te porte, c'est pour ça qu'il faut avoir des rêves, il faut avoir des projets, il faut être passionné dans la vie parce que tu peux tout surmonter. Et ça se passe concrètement quand tu veux écrire un bouquin comme ça? Alors, je commence à en parler un peu autour de moi, 2-3 copains, 2-3 amis, et puis tout le monde me dit, non mais tu sais, pour être édité, ça va être très compliqué, tu vas pas trouver de maison d'édition. Moi, je pars du principe que maintenant, quand je parle d'un projet, déjà, j'en parle plus. Comme ça, je prends pas la négativité des uns et des autres. Mais surtout, toutes ces personnes qui te disent que c'est impossible, en fait, elles parlent simplement d'elles-mêmes. Il n'y a rien d'impossible. Donc moi, je suis parti avec mon manuscrit, j'ai fait 1 mois et demi à Paris, j'ai démarché 30 maisons d'édition. Les grandes comme les petites. Charles Aznavour, j'ai mis tous mes espoirs dans une valise, je suis monté à Paris, je me voyais déjà, tu vois. J'ai été démarché, tu vois, Grasset, j'ai démarché Albin Michel, Gallimard, Les Équateurs, j'ai démarché plein de maisons d'édition. Il y a même des maisons d'édition qui m'ouvraient pas la porte. Je sonnais. Bonjour monsieur, bonjour madame, Pierre-Nicolas Marquez, je viens présenter. Non, désolé, on prend pas de rendez-vous aujourd'hui. D'accord. J'attendais que quelqu'un rentre, tac, je rentrais, je me présentais au guichet, bon, je donnais le manuscrit, merci, ils ouvraient un tiroir, plof, ils mettent le manuscrit, ils referment. Mais c'est pas grave, c'est la démarche qui est intéressante, c'est que j'ai, en allant me confronter, je comprends déjà comment ça marche et effectivement, ça va pas être facile. Et en revenant à Bordeaux, Bredouille, j'en parle à un ami à moi, à Waïd, qui est venu, qui a 55 ans et qui a été manager d'artiste à l'époque du hip-hop à Bordeaux. Et qui me dit, c'est super ce que tu as fait. Mais avant de vouloir être le roi ailleurs, assure-toi d'être le prince chez toi. Donc cette énergie que tu as mise à Paris, remets-la à Bordeaux. Et là, je vais à la machine à lire, place du Parlement. J'ai fait la connaissance de quelques libraires et je rencontre un jour Hélène Desligneries, qui est la propriétaire de la machine à lire. Et je lui parle de mon projet, elle me dit, jeune homme, je vais vous aider. Il y a l'escale du livre au mois d'avril qui a lieu derrière le conservatoire. Et elle me dit, rendez-vous à l'escale du livre au mois d'avril, vous venez, je vous présenterai quelqu'un qui peut être intéressé par votre projet. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Luc Rebel des éditions Kern, et qui m'a dit, moi jeune homme, votre projet m'intéresse, je suis prêt à vous éditer. Et donc là, ce livre-là, ce que tu racontes, comment ça se passe l'écriture d'un bouquin? Tu as écrit au fur et à mesure, par exemple, pendant ta traversée, et c'est après que tu as un petit peu... Exactement. Pendant mon voyage, j'ai tenu un petit carnet de bord, mais j'ai toujours un carnet de bord. Durant tous mes voyages, j'ai toujours écrit. Donc pendant cette traversée, j'ai tenu un petit carnet de bord dans lequel je faisais le résumé de mes journées, je racontais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, comment le groupe évoluait, les liens qui se tissaient entre les uns et les autres. Vraiment un petit journal de bord. Et c'est le soir où on est arrivé au Tourmalet que je faisais le résumé, je me souviens de l'étape du jour, où je me suis dit, mais quelle aventure extraordinaire je suis en train de vivre, et si j'en faisais un livre? Parce que je commençais à réfléchir depuis pas mal de temps par quel type de projet je pourrais me présenter. Est-ce que j'allais arriver avec un recueil de poésie? Est-ce que j'allais arriver avec une nouvelle, un petit recueil de citations, d'aphorismes? C'est un peu ce qui se fait aujourd'hui, donc c'est très difficile de se faire une place. Alors que là, j'arrive avec Mémoires en roue libre, traverser des Pyrénées à vélo pour la Fondation Recherche Alzheimer. Je me dis, il y a tous les ingrédients pour un beau projet. Et quand on fait la remise du chèque à la Fondation Recherche Alzheimer, je propose à Olivier de la Doucette, président fondateur de la Fondation, de rédiger la préface. Et il accepte. Et c'est comme ça que je me dis, je vais en faire un livre. Et là, je reprends mon petit carnet de bord. J'ai tout réécrit. Bien évidemment, c'était des notes. Donc, j'ai fait appel à ma mémoire. Visiblement, j'ai une bonne mémoire. Et là, j'ai tout réécrit. D'ailleurs, t'en parles, c'est hyper important pour toi d'enregistrer dans le marbre, en tout cas d'inscrire dans le marbre la nécessité de... On est des machines à oublier. Pour pas oublier, ouais. On en parlait tout à l'heure en off, tu vois, tout ce qui nous passe dans la tête, les idées, ce qu'on a envie de faire, il faut tout noter, il faut tout noter parce qu'on oublie tout. Et effectivement, je pense que nos souvenirs sont bien plus à l'abri, écrits noir sur blanc dans les pages d'un livre que dans notre mémoire, parce que l'Alzheimer, bon, en plus, tu vois, la magie de ce projet, c'est que j'ai été sensibilisé aussi à la maladie d'Alzheimer. J'ai pu aller à la Pitié-Salpêtrière, j'ai visité les laboratoires de recherche, j'ai pu parler avec des chercheurs, enfin, c'est passionnant, tu vois. Mais la maladie d'Alzheimer, elle frappe de plus en plus de personnes. Et puis, il y a de l'Alzheimer précoce aussi.
Donc, ouais, la mémoire, pour moi, c'est vital parce que nous sommes la somme de nos souvenirs. Tout ce qui te fait de toi, Martin, et tout ce qui fait de Kev ou moi, Pierre-Nicolas, c'est ce qu'on a vécu. C'est important de se rappeler de qui on est, de notre vécu, de notre histoire. Ça te fait peur d'y être confronté à cette pathologie? Oui, à n'importe quelle maladie, même, mais ouais, ça me fait peur. La désintégration de soi-même, quoi. Parce qu'en plus, t'as les personnes avec qui tu pars qui sont concernées par le sujet, mais toi aussi, finalement, tu l'as été avec tes Mes deux grands-mères. Ouais, totalement. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. Mais là, elles l'ont toujours. Hein, mais quand je pars pour faire ce voyage, je suis pas au courant qu'elles ont Alzheimer. Là, ça s'est révélé. Ah, tu l'as su après? Non, après, ouais. D'accord. J'avais pris un peu d'avance. Ok. Ah, mais tu vois, c'est intéressant parce que je pensais que quand tu en parles dans le bouquin, je pensais que... Et justement, tu vois, ma grand-mère Mamou, qui je rends hommage à travers ce livre, je lui ai donné le livre, mais elle le lira jamais, tu vois, alors qu'elle aurait été hyper fière. Son petit-fils à qui elle a donné cet amour pour le vélo en ait fait un livre. Je parle, tu vois, des après-midi de juillet avec ma grand-mère. Et pourquoi tu dis qu'elle est... Bah, aujourd'hui, elle a plus du tout toute sa tête, quoi. Elle a la maladie d'Alzheimer, mais stade avancé, tu vois. Et pour les gens qui connaissent pas trop cette maladie, tu peux un peu en parler, la résumer? Ouais, en quelques mots, c'est la mémoire à long terme. Parce que la mémoire qui remonte à l'enfance, elle n'est pas vraiment altérée, mais c'est la mémoire de l'instant. Puis au bout d'un moment aussi, évidemment, on commence à perdre mémoire, on ne sait plus faire la différence entre sa fille et son petit-fils, c'est ce qui se passe pour moi. Plus se rappeler d'où on met les affaires, perdu dans l'espace-temps. Et ça, tu l'as vu de ta grand-mère, ces signes annonciateurs ou pas? Parce que quand tu en parles, t'as l'air proche de ta famille. Oui, je l'ai. Non, honnêtement, non, j'ai pas vu grand-chose. C'est un jour, c'est ma mère qui m'a dit, j'ai l'impression que ta grand-mère elle perd un peu la tête. Pourquoi? Et elle m'a raconté. Et puis petit à petit, effectivement, en y étant attentif, tu te rends compte qu'il y a des choses qui vont plus. Oui. L'Alzheimer, voilà. Et puis qu'après, c'était important pour moi de m'engager dans ce combat parce que voilà, on peut tous y être confrontés. Et je pense que c'est important. Et tu vois, ça pourrait. Tout à l'heure, on parlait de l'école. Est-ce que ça m'a pesé des fois de sentir que mes camarades de classe ou mes potos ou mes copines, elles avançaient dans leurs études et pas moi. Aujourd'hui, à 29 ans, je regarde mes potes qui ont fait des études, mais ils sont pas plus avancés que moi. C'est peut-être même moi qui ai pris de l'avance parce que moi, j'ai donné un sens à ma vie. Je sais où j'ai envie d'aller. Je sais pas si je vais y arriver, mais je sais en tout cas que j'ai envie d'aller quelque part par mes projets. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont en carafe sur le côté, qui n'ont pas de projet. Ils ont fait un diplôme œnologie, ils se retrouvent à vendre des voitures. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de... Moi, je pense qu'il faut donner un sens à sa vie. Et je pense même que pour aider les jeunes à donner un sens à leur vie, ce type de projet, d'œuvrer pour une œuvre humanitaire, de partir faire un voyage humanitaire, de se lancer un défi pour lever des fonds pour la recherche contre le cancer, pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Ça, ce sont des projets qui réunissent, qui mobilisent, qui sont un vrai challenge parce qu'on est toutes et tous concernés. Il faut concerner les gens dans un premier temps. Donner un sens à sa vie. Bah, écoute, avant de revenir sur donner un sens à sa vie, je pense que tu as des mantras qui doivent certainement un petit peu te driver au quotidien. J'ai envie que tu nous les partages. Donc c'est parti pour l'instant, citation. Donc là, on est à l'instant citation. Est-ce que Pierre-Nicolas, tu peux nous partager avec nous, je sais pas, peut-être 2-3 citations qui te viennent en tête, que tu as envie de partager et nous les expliquer un petit peu Bien sûr. Alors il y en a une d'Oxmo Puccino, qui est un artiste que j'écoute depuis que je suis tout gamin. Elle est issue de son titre Toucher l'horizon. J'irai plus loin que l'horizon, c'est bien mieux que le bout de son nez. Ça, c'est le refrain de sa chanson qui m'a toujours parlé. Je trouve ça doux et puis plus loin que l'horizon, quoi. Comment aller plus loin que l'horizon? C'est très fort. C'est très fort et puis ça montre que rien n'est impossible, qu'il faut croire en soi, qu'il faut aller dans ses projets, qu'il faut se donner la chance d'y arriver et surtout que le salaud qui te dit que c'est impossible se parle à lui-même. Artiste incroyable. C'est un psychologue. Tu sais, un jour, il disait dans une interview, attends qu'un jeune ait des problèmes et tu verras s'il vient pas écouter ma musique. Extraordinaire. C'est pas mal ça. Ouais, donc voilà, toucher l'horizon. Ensuite, une citation que j'aime bien aussi de Kerouac, Jacques Kerouac. Parce qu'au bout du compte, tu ne te souviendras pas du temps passé derrière ton bureau ou à tondre la pelouse. Va grimper cette foutue montagne. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est sublime. C'est sublime. Il faut aller vers le risque, il faut aller vers la marge, il faut aller vers ce qu'on a envie de faire, il faut fuir, il faut s'évader, quoi. Il faut vivre intensément. Intensément.
Donc ça, c'est ta deuxième citation. Ouais, c'est des citations que là, maintenant, tout de suite, qui me passent par la tête. On refait l'interview dans 2 jours, c'en est d'autres, tu vois. Après, il y a Léo Ferré aussi que j'aime bien. Je trouve celle-là, elle est magnifique. Le bonheur, ce n'est pas grand-chose. C'est du chagrin qui se repose. C'est sublime. C'est sublime. Après, il y en a plein. Il y a Christian Bobin aussi que j'aime beaucoup. Le secret, je connais le secret. Je le tiens entre mes 2 doigts. Je prends garde à ne pas le pincer. Léger comme un papillon, le secret, c'est que le cœur des gens qui meurent explose de joie. Ça, c'est dans un tout petit recueil qui s'intitule Carnet de soleil. Il doit y avoir une 30aine de poèmes. Je l'ai ouvert, je suis tombé sur ce poème, je l'ai refermé aussitôt. Je dis, je suis pas prêt, c'est trop puissant. C'est trop puissant. J'ai regardé, tu vois, comme ça, non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Je suis pas prêt pour recevoir autant de force et de beauté. Donc, j'en suis encore à ce premier poème sur ce recueil. Et tu parlais de donner du sens à sa vie. Comment toi, t'as redonné du sens à la tienne? En écrivant. En écrivant. En faisant des rencontres aussi. Beaucoup de rencontres. Je pense que les rencontres, elles sont déterminantes pour façonner la personne que nous sommes. On rencontre pas les gens par hasard. On parlait de citation il y a quelques instants, Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Mais c'est bien vrai. Mais c'est bien vrai. Il n'y a que des rendez-vous. Toutes les personnes que l'on a besoin, entre guillemets, sont sur notre chemin. C'est juste à nous de les voir ou de ne pas les voir. Mais tu remarqueras que chaque personne que tu as rencontrée, elle est là pour t'apporter quelque chose. Même dans le négatif. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de cette fille avec qui j'ai vécu une histoire d'amour compliquée, mais on s'est beaucoup aimé. Bon, au final, elle m'a mis sur mon chemin. Aujourd'hui, je dois lui dire merci à cette fille quelque part. Toutes les rencontres sont là pour une bonne raison. C'est transformer finalement le négatif en quelque chose de... Exactement. Une essence plus positive, en tout cas. Mais tout s'oppose à nous. Il y a plein de situations compliquées, il y a plein d'événements compliqués. Les choses, elles sont comme elles sont. C'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et donner un sens à sa vie, je pense que ça commence par là. Et puis aller vers soi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui qui font pas l'effort d'aller vers eux-mêmes. C'est compliqué d'aller vers soi-même. Cette franchise qu'il faut avoir, se rendre compte qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas celle ou celui qu'on pensait. C'est très compliqué. Mais si les gens faisaient l'effort d'aller vers eux-mêmes, ils en sauraient davantage sur eux-mêmes, sur leurs envies, sur leurs rêves, sur leurs projets. Ils se rendraient compte que tout est possible. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes aussi dans le monde. Mais j'ai l'impression que le sens à ta vie, tu l'as beaucoup cherché, en tout cas de ce que j'ai pu connaître de toi. Parce que donc tu as eu ce bouquin, le vélo, et tu parles aussi, on n'en a pas parlé, mais ça m'intéresse de savoir, tu dis que tu es parti au Kenya aussi. Ouais, je suis parti au Kenya en mission humanitaire à l'âge de 22 ans. Premier voyage en dehors de l'Europe, sans mes parents. Aventure de ouf, incroyable. Instant d'humanité, pareil, j'ai écrit tout un livre là-bas, mais qui est chez moi, je m'en sépare pas pour le moment parce qu'il est précieux. Mais ouais, c'est un des plus beaux voyages. Là, je me suis là vraiment, c'est la retraite. Je suis parti tout seul, j'ai médité sur moi-même, et puis je me suis rendu compte que la vie, c'était pas forcément que ce que je voyais, ce que je pensais chez moi, qu'il y a aussi d'autres façons de vivre. Waouh. T'as eu l'occasion de voyager beaucoup ou parce que j'ai l'impression que t'es resté beaucoup à Bordeaux quand même. J'ai eu la chance de faire pas mal de projets quand même, tu vois, l'Espagne à vélo, les Pyrénées. Après, j'ai eu la chance d'aller un peu en Allemagne. J'ai fait la Grèce, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait la Hongrie. Non, j'ai vadrouillé, pas mal. Pas mal. Après, Bordeaux, c'est là où je suis né, donc j'y reviendrai toujours. Et puis même dans ta ville, tu peux voyager. Ouais. Moi, je vois que en tant que Bordelais, je connais un Bordeaux que d'autres Bordelais ne connaissent pas. Les gens, ils se sclérosent aujourd'hui. Ils restent toujours dans les mêmes endroits avec les mêmes gens. Et après, ils s'étonnent de s'ennuyer. Mais dans une ville, tu peux rencontrer des tas de personnes différentes. Il y a même les gens qui sont de passage aussi, tu vois. Il y a plein de choses à faire. Les gens aujourd'hui, ils ont peut-être peur de se mélanger, je sais pas. C'est aussi ça, se réaliser, c'est aller vers les autres. Tu sais, il y a un proverbe touareg qui dit voyager, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Elle est dans le livre aussi. Voilà, exactement. Je l'ai lu, hein, t'as vu? Plaisir. Plaisir. Non, mais voilà, je pense que la réalisation de soi, ça passe aussi par les autres. Il y a aussi cette citation de Dormesson. C'est pas vraiment une citation, il avait dit ça dans un plateau télé, ça m'avait marqué. Je me suis toujours méfié de cette phrase, l'enfer c'est les autres. Car non, les autres c'est le paradis. Sans les autres, on n'est pas grand-chose. Les autres, la littérature, les rêves, les projets, s'émerveiller, fuir, aller vers soi-même. Et t'as investi beaucoup les réseaux sociaux pour partager tout ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu trouves que c'est pas difficile justement de faire valoir un petit peu tes textes ou comment dire,
d'intéresser, tu vois, la jeunesse à... parce qu'on est dans une société très consumériste où on a lire. Tu lis beaucoup? Ouais, j'essaye de lire de plus en plus même. Parce que je trouve que c'est dur, tu vois, on est tellement sursollicité à tout va par plein de stimuli, etc., que c'est dur d'avoir cette concentration pour la lecture. C'est vrai. C'est vrai, c'est difficile de lire en journée. Le soir, ouais, je me prends des petits instants pour lire. Ouais. En ce moment, tu vois, je suis en train de lire Jean-Pierre Siméon. Petit éloge de la poésie, et la poésie sauvera le monde. Et ça, tu t'imposes une discipline par rapport à ça? Non, je lis quand je peux, quand j'ai envie, quand je peux, quand j'ai le temps. Mais je m'oblige à le faire par contre. Pour écrire, déjà, il faut lire. Et bah oui, c'est obligatoire. Bien sûr. C'est obligatoire. Et puis, ça fait du bien de lire. C'est une convocation avec soi-même. C'est un instant simple avec soi-même. Tu te nourris en plus. C'est agréable quand tu as lu un bon livre et que le lendemain, tu peux méditer sur ce livre dans des petits instants de la vie de tous les jours. Tu vois, en prenant ta douche, en te brossant les dents. Des fois, je repense à ce que j'ai lu. Je me dis, waouh, une autre vision du monde que la mienne. Ça t'enrichit, ça te fait du bien, ça te remplit. C'est très important de lire. Et du coup, c'est aussi cette raison pour laquelle tu as investi les réseaux sociaux. C'était pour partager ça, pour inviter peut-être... les réseaux sociaux, si tu veux, comment c'est venu d'ailleurs les mots du marquis? Les mots du marquis, d'ailleurs, mots du marquis, pour la petite histoire, marquis, c'est une dédicace à mon père. Alors, je m'appelle Marquez, évidemment, mais marquis, c'était mon père, tu sais, c'était un personnage un peu fantasque de la nuit, c'est un peu un original, qui a vécu 1000 vies en une. C'est un baroudeur de kilomètres de vie en rose. Et c'est lui qui m'a initié à la poésie, qui m'a fait découvrir la chanson française, Brel, Brassens, Aznavour, Reggiani, Michel Jonas, Pierre Vassilius, enfin toute cette musique, toute cette chanson française, Jacques Dutronc, et que ça m'a émerveillé, puis ça m'a amené vers la poésie, et puis je me suis dit, déjà c'est un peu grâce à mon père, donc je vais m'appeler Marquis, et sur Instagram ça sera mot du marquis. Et donc j'ai toujours écrit quelques citations, aphorismes dans des carnets, puis c'est 2-3 potes à qui je montrais ça qui m'ont dit, il y a d'autres poètes qui font ça sur les réseaux, tu devrais t'y mettre. Ah non, c'est pas pour moi, j'avais ma pudeur, tu vois, j'avais pas confiance en moi, je voulais que ça reste dans un carnet. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer. Puis j'ai créé ce compte Instagram, donc mot du marquis. Puis j'ai vu que ça a plu et j'ai réussi à me créer une petite base de lecteurs fidèles, parce que j'ai que des gens bienveillants. Ça fait combien de temps que tu... 2 ans et demi. Là, je rentre dans ma 3e année. Ouais, c'est récent, tu vois. Et ce bouquin, tu l'as sorti du coup en... J'ai sorti un an après. Un an après. On est arrivé sur les réseaux. Ouais. Un an après. Ouais. Ok. Parce que ça aurait peut-être pu t'aider aussi. Je t'avoue que j'ai pas perdu de vue aussi que bon, les réseaux aujourd'hui, c'est un outil marketing, que voilà, c'est important d'y être. Celui qui est pas sur les réseaux, il est absent. On le voit pas. Donc quand tu veux promouvoir quelque chose, c'est important d'être sur les réseaux. Donc c'est aussi pour ça que je suis venu sur les réseaux, mais ça c'est venu après. Parce que quand je me suis mis sur les réseaux, j'avais pas prévu d'écrire ce livre. Et donc ouais, je me suis créé une belle petite audience, des gens fidèles, passionnés, bienveillants. J'ai cette chance. Et puis c'est aussi une façon pour moi d'être sur les réseaux sociaux, de démocratiser la poésie, tu vois, de la rendre accessible, de la dépoussiérer. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce format. Je vais te dire un truc qui va te faire du bien et que je tourne mes vidéos dans la rue. Parce que dans la rue, c'est là où tout le monde se mélange, tout le monde se croise. La rue, elle a tout le monde. Et la poésie, aujourd'hui, elle ne se trouve plus uniquement dans les livres. Elle a changé de lieu de résidence. La poésie, elle est dans tous les petits instants dans lesquels on sait l'apercevoir. Et puis elle est aussi dans la peinture, la sculpture, la musique, le cinéma, le théâtre. La poésie, elle est partout. Matisse disait, encore une citation, on en parlait tout à l'heure, il y a des fleurs partout pour ceux qui savent les voir. Eh bien, la poésie, c'est pareil. Il y a de la poésie partout pour ceux ou celles qui savent la voir. Est-ce que tu as des gens, par exemple, sur les réseaux, parce que ça te permet de te connecter à eux, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, je sais pas, de compliments qu'on a pu te faire, ou que ça les a peut-être aidés Oui, il se passe des choses étonnantes sur les réseaux sociaux. Beaucoup disent, ouais, les réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Bien sûr, mais tout est dangereux. Moi, sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de bienveillance, enfin, pour ma part. Il y a des gens passionnés, il y a des gens qui sont touchés par mes écrits, ça me fait toujours plaisir, j'ai des échanges, tu vois. Et non, ça fait toujours plaisir, et puis ça donne envie de continuer, et puis de se savoir soutenu. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête? J'ai eu quelques messages du style qu'un jour, apparemment, il y a une fille qui par un de mes textes a trouvé le courage d'écrire à son ex, ils se sont remis ensemble, aujourd'hui ils ont un petit enfant. Ah, incroyable. Donc tu vois, il y a des choses comme ça. Ensuite,
Ça m'a permis de découvrir aussi d'autres personnalités, tu vois, d'autres auteurs avec qui j'ai pu faire des collabs, échanger. Il y a eu aussi... il y a plein de gens qui m'ont écrit, après je me souviens pas de tout, mais voilà, des gens simplement des fois qui te disent merci beaucoup pour ce que vous faites, ça me fait du bien, ça m'a beaucoup aidé, grâce à vous j'ai de nouveau l'envie de lire, à moi vous m'avez donné l'envie d'écrire. Enfin tu vois, c'est génial. C'est génial, c'est aussi ça donner un sens à sa vie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est aussi ça, c'est pas que penser à soi et regarder vers son nombril. C'est se dire ce que j'aime faire fait du bien aux autres, mais je vais continuer à le faire pour que ça fasse encore plus de bien. Ouais, et puis tu es très porté sur le collectif, déjà on le voit dans le bouquin, parce que ça part d'une situation personnelle où tu as cette rupture amoureuse, tu pars du coup avec tous tes gars faire la traversée des Pyrénées, et puis il y a quand même un but derrière, c'est que vous reversez quand même un chèque à la recherche, donc c'est quand même hyper chouette, quoi. Tu coches toutes les cases finalement. Oui, et puis encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on n'est rien sans les autres. Puis parler de soi en étant authentique, c'est devenir universel, je pense. Donc on est tous confrontés aux mêmes problèmes durant nos vies, simplement à des moments différents. Mais sinon, on passe tous par les mêmes embûches, on doit tous faire face aux mêmes obstacles. Ouais, mais ça me fait penser en plus à... J'avais noté quelque chose dans le bouquin, une phrase qui m'avait touché, où tu dis les chemins sont peuplés de personnes animées par une furieuse envie de vivre. Elles s'habillent le matin de leur chagrin et avancent dans la vie avec une envie folle de changer le monde. Ouais. Je pense que les écorchés vifs, ceux qui désirent tout en même temps, ceux qui pleurent et rient aux éclats, ceux qui ont envie de faire le tour du monde, ceux qui sont pris comme ça quand le soir dans leur lit, ils lisent Sylvain Tesson, ils ont envie de se mettre à parcourir le monde, ils ont envie de tout plaquer, tout quitter. Ces gens-là, là, qui sont animés par cette espèce de magma qu'ils ont dans le fond des tripes, c'est ces gens-là, je pense, qui peuvent vraiment faire changer les choses et bouger les choses parce qu'ils veulent déjà changer eux-mêmes. Déjà, essayer de comprendre. Essayer de comprendre qui nous sommes. Essayer de comprendre ce que l'on veut, ce que l'on désire au plus profond et avoir le courage de l'assumer et d'y aller. Mais si chaque personne faisait ça. Et lire des citations. Et lire des citations. Les citations, tu sais, c'est spécial les citations parce que je crois que ce sont les citations qui nous tombent dessus. Et non l'inverse. Combien de fois il m'est arrivé d'aller dans une librairie, mais là il y a des livres. Oh pardon. En plus j'ai fait tomber Monsieur Modiano. Monsieur Modiano, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et donc, t'arrives dans une librairie, tac, tu prends un livre, boum, tu tombes là-dessus. Là tu tombes sur cette citation. Tu l'oublies jamais. Combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois ça m'est arrivé? Les citations, c'est une béquille. C'est en 2 lignes, ça te résume t'as l'impression que ça te résume parfois une partie de ta vie. C'est extraordinaire, les citations. Ouais. Et comme tu dis, c'est la citation qui te choisit, parce que c'est l'interprétation que tu lui donnes. Ouais, non, et puis même quand je dis que c'est peut-être qui te choisit, c'est-à-dire que quand tu tombes dessus, tu tombes pas dessus pour rien, quoi. C'est une citation. Le monde est peuplé de citations. J'adore, moi, les gens, des fois, qui me sortent une citation. Par exemple, dans le livre, il y a une dame qui s'appelle Marie-Hélène. Dans les premiers cols qu'on a arpentés durant le voyage, on fait sa connaissance d'un sommet. Tous mes potos, ils filent dans la descente. Moi, je reste à discuter avec elle. C'était une nomade qui vivait dans un van, qui avait l'envie de se sédentariser. Ça faisait 30 piges qu'elle était sur les routes en train d'explorer le monde. Et là, elle avait envie de se sédentariser. Elle était en train de visiter la région à vélo. On se rencontre en haut du sommet, on discute un peu et elle me dit avant de plonger dans la descente, Pierre-Nicolas, n'oubliez jamais qu'il faut un chez-soi pour s'y sentir bien et un chez-soi pour avoir le courage de le quitter. Elle me dit ça. C'est exactement dans les grandes lignes de mon voyage et de ce pourquoi je voyageais. Si j'avais entendu cette phrase plus tôt, j'aurais peut-être pris la poudre d'escampette plus souvent, tu vois. Ça demande aussi du courage de fuir, de partir, de quelque part, de renoncer. Et du coup, j'imagine, enfin, c'est une question un peu bête parce que je veux dire, jamais de question bête. Quelles sont les personnes, les moments les plus importants dans ce voyage? Enfin, si d'ailleurs. Enfin, à la base, je voulais te poser la question, quelles sont les personnes les plus importantes que tu as rencontrées, mais j'imagine qu'elles le sont toutes. Donc, elles le sont toutes et pour différentes raisons. Et puis mes équipiers. Mes équipiers, c'est que des personnages fantastiques. Et puis on a un point en commun, c'est qu'on est tous partis pour lever des fonds pour la Fondation Recherche Alzheimer. Mais ça, c'est le prétexte au bout du compte. C'est un prétexte. Les raisons pour lesquelles nous avons toutes et tous, je dis toutes parce qu'il y a aussi une fille, il y a Violette, qui s'est occupée de gérer toute la partie réservation des gîtes, hôtels, etc. quand on était en galère. Donc heureusement qu'elle était là et puis c'est elle qui faisait en sorte que nos affaires aillent d'un point A à un point B. Mais on est tous partis pour des raisons qui sont bien plus personnelles que la Fondation Recherche Alzheimer.
C'est évident. On ne trouve que des prétextes pour prendre la fuite. Est-ce qu'il y a t'as des personnes qui t'inspirent au quotidien? Ouais. Parce que j'imagine que là, tu parles de ces coéquipiers là, sur cette traversée. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes Bien sûr, à commencer déjà par mes parents, ma mère, mon père, les gens que je fréquente quand tu parles du quotidien. Ouais, ou des gens que peut-être idéalises. Ouais, d'idéalise. Après, t'en parles un peu peut-être dans le livre. Ouais, non, pas que j'idéalise, mais en tout cas des gens dont je m'inspire. C'est important. Mais en tout cas, voilà, mes parents, j'ai eu la chance de faire la rencontre aussi de Dorian Foulon, qui à l'heure où on parle est un garçon qui est double champion paralympique de poursuite individuelle sur piste. Je l'ai rencontré, ce garçon. Tu l'as rencontré comment d'ailleurs? Mais je vais te raconter l'histoire. Et voilà, ça c'est un garçon qui m'a beaucoup inspiré, c'était une leçon ce Et avant garçon. de nous parler de la rencontre et tout, tu peux juste dire pour les gens qui ne le connaissent pas, ce qui fait. Dorian Foulon. Ouais. Alors Dorian Foulon est champion paralympique, double champion paralympique de poursuite individuelle sur piste à Tokyo et à Paris aux derniers Jeux qui se sont déroulés cette année. Dorian, je l'ai rencontré quand il a décroché son premier titre paralympique de poursuite individuelle à Tokyo. J'allumais la télé, je tombe sur ce garçon et je me dis waouh, ce garçon est en train de vivre sûrement un des plus beaux jours de sa vie. Et en plus, il décroche sa première médaille d'or. Et je le vois avec sa jolie gueule, ses yeux bleus, sur le toit du monde. Je me dis, mais il faut absolument qu'il écrive ça quelque part. Il faut qu'il s'en souvienne toute sa vie. Et là, je me dis, je vais le contacter. Et c'est comme ça que je le contacte sur les réseaux sociaux, que je lui parle du projet, que je suis en train d'écrire ce livre, Mémoire en roue libre, que je lui propose de venir écrire son plus beau souvenir. Et là, il me dit, mais mec, c'est génial, mais pourquoi moi? Et je dis, parce que tu mérites, tiens. Tu viens d'être champion paralympique, tu as un parcours incroyable. Il faut que tu racontes ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée entre chaque étape du voyage, de raconter un souvenir aussi, de renforcer le lien avec la mémoire. Et donc, je contacte Dorian, il m'accueille chez lui à Hurt. Il faut savoir qu'il est breton. Il m'accueille chez lui à Hurt, au pôle handisport, puisque c'est là-bas qu'est basé le centre de formation. Donc, on ne se connaît pas. J'arrive chez lui, je mets mon vélo dans la voiture, j'arrive chez lui à Hurt, on part dîner au resto, on dort, le lendemain matin on se réveille, on va faire 70 bornes de vélo, je roule avec lui, et puis on s'est mis après pendant 2 jours, micro, un peu comme on a fait ici, puis écriture, et puis on a écrit tout son passage. Okay. Et là, c'est une leçon, ce garçon, il est né avec je vais être un peu trivial, mais il est né avec les pieds à l'envers, entre guillemets. Il a opéré. Du coup, il fait du 42 à gauche et je crois qu'il fait du 37 à droite. Il pédale avec 30% de capacité en moins sur la jambe gauche, il me semble. Enfin, il en parle, tout ça dans le livre. Et finalement, le vélo, c'est le seul sport qu'il pouvait faire parce que tous les autres sports, c'était compliqué. Et donc, il raconte comment son handicap, finalement, l'a emmené à faire ce sport et comment il en a fait une force et comment il s'est hissé à un tel niveau. Parce qu'il faut savoir que Dorian, il court chez les valides en élite et il gagne aussi chez les valides en élite. Tu vois, ça, c'est des garçons, quand tu les rencontres, tu te dis, c'est une leçon. Ouais, c'est une leçon. Et puis, c'est un garçon hyper gentil, accueillant. Moi, franchement, adoration. C'est vraiment un ami. Donc, il y a Dorian. Il y a Dorian, il y a mes parents. Ensuite, et puis des gens du quotidien, voilà, des gens avec qui des fois j'ai échangé 3 fois dans un bistrot ou en librairie. Ça te faire cogiter. Voilà, des choses comme ça. C'est encore une fois, on parle des rencontres, tu vois. Et puis aussi, il y a les livres aussi qui nous inspirent, tu vois, des parcours, des auteurs. Tu as cette capacité d'aller vers les autres et de provoquer le moment. Et des fois, je trouve qu'il y a des gens qui n'ont pas cette facilité à aller vers l'autre. Je vais pas te donner la réponse que tout le monde dit. Moi, j'aime les gens parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les gens et qui n'arrivent pas non plus à aller vers les gens. Je pense que tout simplement, c'est un trait de caractère. Je suis comme ça. Ça me demande pas d'effort d'aller vers les gens parce que. Et pour les gens qui éprouvent une difficulté par rapport à ça, tu leur conseilles quoi? Il y a mille raisons. Il y a mille une raisons. Peut-être que t'en as qui sont timides, t'en as qui sont introvertis, t'en as qui ont peut-être moins confiance en eux que d'autres. Il y a mille raisons, tu vois, et sûrement qu'elles sont toutes valables. Mais non, il faut aller vers les gens, c'est aller vers soi-même. C'est les rencontres, moi j'adore ça, quand il nous reste une belle rencontre, voilà, une belle rencontre dans la tête, un bon souvenir. Et puis chaque rencontre qu'on fait, c'est une histoire à raconter quelque part. Et tu le fais un petit peu d'ailleurs sur les réseaux ou quand tu filmes, c'est un format que tu fais assez régulièrement. Ouais, aller réciter des poèmes dans la rue aux inconnus, ouais. Le monde manque de poésie, et puis je pense que ça, c'est pas de moi, c'est Jean-Pierre Siméon, tu vois, on parle encore de citation. Jean-Pierre Siméon dit la poésie sauvera le monde si rien ne le sauve. La poésie ne sert pas vraiment à grand chose, même à rien, tu vois. Mais il y a la poésie pourtant. Prolongement de soi, ça relève du merveilleux.
Ça fait toujours du bien de la poésie. Et je m'aperçois que toutes ces personnes que j'importune dans la rue, à qui j'ai dit excusez-moi de vous déranger, quel est votre prénom? Maxime, bah Maxime, je vais te dire un truc qui va te faire du bien, ou Martin, ou Élodie, enfin, et il leur reste toujours pas un sourire. Et je sais que c'est des moments, voilà, c'est un peu hors du temps, c'est un peu improbable. Ouais, c'est pas grand-chose. Mais la poésie, c'est aussi ça. Et puis moi, ça me fait plaisir de le faire, et eux, je suis sûr que ça leur a fait plaisir au final. Les gens, en fait, ils ont besoin qu'on aille aussi vers eux, tu vois. Ouais, et puis il y a quelque chose qui ne trahit pas, c'est quand quelqu'un sourit instantanément, tu vois. Ouais, avec authenticité. Tu sais, des fois, je m'amuse à faire un truc, je mets mes écouteurs, mais je mets pas de musique, et je marche dans la rue, et j'ai toujours un petit sourire en coin. Mais je remarque que toutes les personnes qui croisent mon regard se mettent à sourire aussi. Tu vois, c'est juste une énergie un peu positive. Que marcher avec ses écouteurs et regarder en bas, regarde autour de toi. Moi, je mets les écouteurs sans musique pour écouter, justement, pour entendre ce qui se dit, tu vois. Et sourire, offrir un sourire à quelqu'un. Donc c'est toi qui as le pouvoir, finalement. T'as le pouvoir, non, c'est vibrer sur le positif, vibrer sur les bonnes ondes. Tu vois, aujourd'hui, quand tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue, les gens, ils sont surpris. Mais c'est là, en fait, tu leur as prouvé qu'ils existaient, que tu les as vus. Tu vois. On dirait dans un truc où plus personne se regarde, tu prends les transports en commun, tout le monde est sur le téléphone avec les écouteurs, on est tous en train de scroller, t'es très connecté à ce qui se passe à l'autre bout du monde et t'es complètement déconnecté de toi-même ou de ce qui se passe autour de toi. Alors que le plus important, c'est ce qu'il y a là. Tu vois. Et de dire à quelqu'un, des fois dans la rue, tu te fais le test la prochaine fois. Quelqu'un qui marche, tu dis bonjour. Tu vas voir la réaction. Ou t'en as qui vont dire bonjour, ils vont pas comprendre. Ou ils vont se dire il a bugué, il m'a confondu. Ou alors t'as des gens qui vont être là, bonjour, tu vois. Et ça, c'est souvent les personnes âgées. L'autre jour, je lisais un livre d'Edgar Morin, justement, où il parlait du bonjour. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous chez un pote pour l'aider pour faire un papier pour du taf. Je sonne en attendant qu'il vienne m'ouvrir, il y a une petite dame qui passe. Bonjour, jeune homme. Oh, bonjour, madame. Et je me suis dit, mais waouh, ce que j'ai lu hier soir, c'est la confirmation que c'est vrai, en fait. Ça fait vraiment du bien quand quelqu'un te dit bonjour parce que t'existes. Et justement, on parle d'écriture, de lecture. Est-ce que tu as des auteurs préférés que tu as envie de nous partager? Bien sûr. Christian Bobin, déjà, que j'aime beaucoup, auteur de poésie contemporain, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais que j'aime énormément. Ensuite, bien évidemment, les classiques, Prévert, Rimbaud, Baudelaire, Sylvain Tesson, beaucoup en littérature de voyage, Sylvain Tesson. Là, en ce moment, qu'est-ce que je suis en train de lire? Jean-Pierre Siméon aussi, que je prends énormément de plaisir à lire. Il y en a beaucoup. Après, j'ai lu aussi des classiques. Hemingway, Le vieil homme et la mer aussi, que j'ai lu tout gamin, que j'adorais, que je relis encore. T'as quand même beaucoup lu. Après, c'est beaucoup de classiques. Après, il y a beaucoup de littérature contemporaine aussi que j'ai envie de découvrir, tu vois. Mais ouais. Parce que t'as quand même une connaissance en littérature que... Je sais pas si je m'y connais en littérature. En tout cas, je connais ce que j'ai lu. J'ai envie de te dire. Voilà, tous les bouquins qu'on m'a imposés, je les ai jamais vraiment lus, tu vois, où il y a des bouquins, par exemple, je vais te parler de Céline, qui est un grand classique, Voyage au bout de la nuit, j'ai jamais réussi à le finir, donc je pourrais pas en parler, tu vois. Mais ouais, je peux parler des livres que j'ai lus, bien évidemment, mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Je me servirais pas, si tu veux, de la littérature pour me dire, oui, je suis quelqu'un qui lit, ou non. Non. Moi, je reste humble à ce niveau-là. Il y a des gens, j'en connais, qui se vendent, il y en a, ils parlent de livres qu'ils ont jamais lus. Tu vois. Non, moi, je parle des livres que j'ai lus. Donc ouais, je connais ce que j'ai lu, ouais. Ce qui m'attire en tout cas. Écoute, c'est super chouette. Je pense que t'as résumé plein de choses, plein de pensées que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo vont se retrouver dans ce que tu dis. Moi, je te pose plein de questions, mais aussi plein d'autres personnes qui ont des questions à te poser. Et tu connais un petit peu le principe de confidence. Et pour ceux qui connaissent pas, en gros, j'invite des personnes à poser des questions à mon prochain invité et on y répond dans la FAQ de la commu. Donc c'est parti pour la FAQ de la commu avec Pierre-Nicolas. Alors Pierre-Nicolas, j'ai pas mal de questions te concernant. Je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Et on en parlait en off juste là, donc du coup on va pouvoir faire la transition. Comment te vient l'inspiration? Alors l'inspiration, elle me vient tout le temps. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des choses à dire sur tout. Tu prends le journal, tu lis les nouvelles, tu peux écrire un livre ou un album de musique, les infos c'est pareil, sur les réseaux sociaux c'est pareil. Je m'inspire aussi beaucoup de ce que je lis, de la musique que j'écoute, des rencontres que je fais.
il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte. Et puis surtout de ce que je ressens. Beaucoup aussi, je suis très attentif à mes émotions et à ce que je peux ressentir. Et puis la musique aussi, beaucoup. J'écris que de la musique. Ouais. J'écris beaucoup de la musique. Est-ce que t'en parlais? T'avais un projet du coup de musique? Ouais. Enfin, t'es sur un projet de musique? Ouais. Mais alors là, c'est plus un projet dans le slam. C'est pas pour tout de suite, ça sera pour 2025, voire 2026. Donc il y a encore un peu le temps. Mais dans le processus créatif, ouais, c'est ça. Je m'inspire de ce que je lis, de ce que j'écoute, de ce que je ressens. Et puis il y a des choses aussi qui viennent à mon bureau. Tu vois, j'écris beaucoup le soir. J'écris pas la journée parce que la journée, entre le téléphone qui sonne, tout ce qu'on doit faire pour remplir une journée, je n'écris que le soir, quand le silence se fait, que la nuit se penche, que je suis tranquille. Ouais. Et là, c'est comme ça que j'écris. Et puis je n'écris que seul. Je pourrais pas écrire en terrasse de café ou autre. J'ai besoin vraiment d'être dans mon espace avec tous mes brouillons. C'est des instants à moi, quoi. Mais du coup, j'en profite de la question de Little Ma Force. Comment est venu cet amour pour l'écriture? L'écriture, c'est arrivé dans ma vie parce que c'était une urgence. Je crois pas qu'on se lève un matin en se disant oh, j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Non. On se lève un matin parce qu'il faut écrire. J'ai le besoin d'écrire. Il est urgent que j'écrive parce que faut que je me débarrasse de certaines choses, ou il faut que je mette à plat certaines choses, ou il faut que je prenne du recul même sur certaines choses, et on se met à écrire. C'est thérapeutique dans un premier temps, l'écriture. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc je parle bien évidemment en ma personne. Après, je dis pas que j'ai raison, et je ne parlerai encore moins pour les autres. Mais pour ma part, c'est ça l'écriture. C'est arrivé comme ça, un besoin d'écrire, une urgence, et après je me suis pris au jeu. Et aujourd'hui, j'écris parce que ça me fait plaisir, et j'en ai toujours besoin, mais les raisons ont changé. Aujourd'hui, j'écris parce que c'est devenu une habitude, c'est une passion, c'est quelque chose qui fait que je me sens vivre, je me sens mieux, je me sens bien. Et puis aujourd'hui, j'écris aussi pour les autres, j'écris plus que pour moi. Aujourd'hui, tu vois, j'alimente les réseaux, je suis sur un autre projet littéraire. Donc, l'écriture d'une urgence est devenue ma vie. Et j'ai Clarisse Bull. Bon, c'est bien, c'est toujours... ça se rejoint un petit peu. Une question pour le marquis. Quel a été le texte qui l'a fait le plus vibrer d'écrire? J'ai envie de te répondre ce livre, tu vois. Ce livre de 263 pages, il me semble, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire. Mais peut-être que le texte qui me fera le plus vibrer à écrire, c'est celui que j'ai pas encore écrit. T'as mis combien de temps d'ailleurs à écrire ce bouquin? 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans parce que j'écris tout à la main. J'arrive pas à mettre sur mon clavier. Non, moi j'ai besoin qu'il y ait un rapport main, cœur, feuille. Tu vois. Je peux pas me mettre sur un clavier et écrire. Il faut vraiment que l'idée, elle vienne de moi, qu'elle me passe et qu'elle arrive dans ma main et qu'elle finisse dans mon stylo. J'ai besoin de ça. Et puis d'entendre le bruit, la démarche, le bruit de la mine sur la feuille, la rature. Tu vois, moi, je suis un mec de la rature, je rature. Pour un passage, s'il y a un mot qui coince, que je sens que la mélodie de la phrase est cassée, je recommence à écrire tout le passage. C'est aussi pour moi que c'est aussi pour ça, que je mémorise bien tous mes textes. Parce que pour un truc qui va pas, je recommence à zéro. J'ai besoin d'être dans la rythmique, dans le rythme. J'ai Fredo qui me demande si tu devais garder qu'un livre dans ta bibliothèque, ça serait lequel et pourquoi? Ça, c'est une question compliquée. Si je devais garder un seul livre dans ma bibliothèque, ce serait lequel et pourquoi? Ce serait Christian Bobin, Le Plâtrier Siffleur. Pourquoi? Parce que c'est 15 pages. C'est 15 pages qui m'ont mis une véritable claque. C'est contempler le monde. Est-ce que ce n'est pas le rendre meilleur? L'extrême fragilité de l'existence, qu'il faut en prendre soin. Et que la poésie, elle est partout et elle peut être aussi dans un plâtrier qui siffle. C'est 15 pages, mais c'est magnifique. Bah écoute, j'irai l'acheter après l'interview. Je te le souhaite. Fais-toi ce cadeau. Fais-toi ce cadeau. Mais c'est marrant parce que tu vois, genre, on en parlait tout à l'heure, il y a Fanny Polka photo qui dit est-ce que la poésie peut sauver le monde? Et du coup, si rien ne le sauve, la poésie sauvera le monde, oui. Ça, c'est Jean-Pierre Siméon. Mais oui, la poésie sauvera le monde. Du moins, elle peut au moins nous aider à traverser cette existence qui est loin d'être facile. Prendre du recul et à aller mieux. Ouais, la poésie, Mais la poésie, c'est pas qu'une forme littéraire, attention. La poésie, c'est pas que des vers habillés de rimes. La poésie, c'est une façon d'habiter le monde. D'être présent à soi, aux autres et d'appartenir à l'instant. C'est aussi ça, la poésie. Et tu vois, là, bon, j'ai 2 personnes, c'est des questions qui se rejoignent un petit peu. T'as Esther et Noélie. Il y en a une qui dit « Les réseaux dévitalisent-ils la littérature ?» Et j'ai Noélie qui dit « Avez-vous peur que la nouvelle génération se détourne de l'écriture ?» Alors,
On va commencer par répondre par rapport à la question sur les réseaux sociaux qui dévitalisent l'écriture. Il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, quand je vois le nombre de personnes qui se mettent à écrire, je me demande s'il y a aussi autant de lecteurs qui se mettent à lire. Parce que le nombre de personnes qui écrivent est considérable. Les réseaux sociaux sont là pour justement nous montrer qu'il y a toutes ces personnes-là, en tout cas, qui s'y mettent. S'il n'y avait pas les réseaux, on ne le saurait peut-être pas. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Sur les réseaux sociaux, on parle de tout aujourd'hui. Tu as vu, on parle de la food, on parle d'écriture, on parle de poésie, on parle de sport, on parle de handicap. Les réseaux sociaux, oui, voilà, c'est un outil, il faut vivre avec. Donc non, j'ai pas peur que ça dévitalise l'écriture. Au contraire, ça permet de la faire vivre même sur un autre support. Maintenant, est-ce que la nouvelle génération se détourne de l'écriture ou de la poésie ou de la littérature? C'est possible. C'est possible. Après, moi, je vois que sur mes réseaux sociaux, il y a quand même des jeunes ados et adolescentes qui me suivent aussi, tu vois, sur TikTok aussi. Je pense qu'en fait, on peut parler de tout, mais il faut rendre des choses ludiques, il faut les rendre accessibles. C'est sûr que si tu m'as parlé de littérature pendant 2 heures en faisant une conférence bête et méchant, tu vas pas captiver la jeune génération. Mais peut-être qu'en leur parlant de textes comme toi, je le fais, je vais te dire un truc qui va te faire du bien, en rendant les choses un peu marrantes, tu vois, en sortant les choses de leur contexte. Ouais, je pense que tu peux aller les toucher, les jeunes. De toute façon, la littérature, elle a un soutien. S'ils y viennent pas jeunes, peut-être qu'ils vont y venir à l'âge adulte. Tu vois? Mais justement, est-ce que c'est pas ça le problème, c'est de rendre quelque chose d'accessible facilement, rapidement, et finalement, on n'est plus dans cette capacité de concentration, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, après, j'ai pas les réponses à tout, mais moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Après, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre. Voilà, il faut prendre ce qu'il y a à apprendre. Après, il y a des gens, ça les intéresse pas. Moi, je vois plein de gens qui ne lisent pas, tu vois. J'ai plein de potes et de copines qui lisent pas. Je me demande d'ailleurs comment ils font. Je me demande comment ils font pour ne pas lire, pour ne pas s'intéresser à autre chose que la fiesta, que ce qu'on va faire ce week-end, que le voyage, que la dernière paire de chaussures, que mon histoire amoureuse compliquée. T'as des problèmes, va ouvre un livre. T'auras moins de problèmes. Au moins. Faut le vouloir s'instruire, tu vois. Ouais, je trouve que... Et sans vouloir... Et encore, je dis s'instruire, mais t'es pas obligé de prendre un livre pour vouloir t'instruire. Tu peux prendre un livre aussi pour t'échapper, pour t'évader, pour rêver. Tu vois? Ouais, je suis d'accord. Et je trouve que le livre te permet de découvrir d'autres mondes qui sont pas les tiens, tu vois. Bah, une vie est trop courte pour en vivre 1000. Mais lire 1000 livres dans une vie t'aura donné la possibilité de vivre 1000 vies. Ouais, c'est beau dit comme ça. Tu vois, par exemple, là, les bouquins que j'ai lus dernièrement, c'est Yasmina Khadra. Ouais. Et tu vois, bah, il parle du monde au Maghreb, etc. Je pense qu'il transpose avec des choses qu'il a vécues dans sa vie, etc. Et ça te permet de découvrir un monde que tu ignores totalement, tu vois. Bien sûr. Il a une façon d'écrire qui est hyper accessible, qui est hyper poétique pour le coup. Moi, je pense que le plus difficile dans l'écriture, c'est d'écrire simplement. J'ai plein de potes et de connaissances, quand ils ont commencé à écrire, d'un coup, ils prennent un stylo, t'as l'impression que t'es au XVIIIe siècle. Ils partent dans un langage hyper pompeux, tout devient compliqué. Non! Écris comme tu penses, écris simplement. Après, il faut juste prendre des synonymes pour pas qu'il y ait de redondance et de répétition. Mais il faut écrire le plus simplement possible. Il faut écrire pour tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que c'est aussi important. À commencer par soi. C'est aussi important de quand même développer cette capacité à avoir des mots peut-être un peu plus élaborés à certains moments, parce que bien sûr, ça enrichit le texte. Ça permet d'assurer davantage de réflexion. Et puis peu importe le fond, en écriture, le style compte aussi. C'est important d'avoir un style parce que c'est ce qui permet de te démarquer des autres. Mais on a tous un style, puisque le style, je pense que c'est aussi lié à la personnalité. Tu vois? Ouais, c'est singulier. Exactement. J'ai Sonia, qui était une des précédentes invitées, qui est mon auxiliaire de vie, qui demande quel est son poète favori. Mon poète favori. J'en aime beaucoup. Je peux en citer combien? 10. Allez, 3. Ouais, 3, on va partir sur... je vais quand même rester sur Bobin. On va citer Oxmo Puccino, parce que pour moi, c'est un rappeur, mais c'est aussi un poète. Et ensuite, le 3e, Léo Ferré. Mais j'aime bien Brel aussi, Aznavour. 5 Sonia. Mais c'est marrant, parce que tu as quand même énormément de références. C'est super chouette, je trouve. Ça te... Ouais. Après, oui, je me rends pas forcément compte. Pour moi, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes. Tu
Tu vois, puisque c'est des trucs que j'écoute encore. Il y a des fois, il y a même des artistes, je suis sûr que j'écoute pas aujourd'hui parce que j'écoute encore ceux d'hier. Bah écoute, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas, je vais le mettre là à la cam. C'est Mémoire en roue libre, ton bouquin, édition Kern. Exactement. Et sincèrement, hein, c'est pas parce que tu es là et que je t'ai invité que je dis ça, mais je trouve que tu donnes vraiment l'envie de... Enfin, la manière dont tu écris, ça m'a donné envie de m'intéresser au vélo, tu vois. Genre, je pense que je vais regarder le Tour de France, bah, je penserai à toi. On regardera ensemble, on se fera une petite après-midi Tour de France ensemble. Avec grand plaisir. Et je pense que... Enfin, je sais pas, je trouve... on lit le... Tu vois, je l'ai commencé lundi, on est mercredi. Je l'ai commencé lundi soir. Bon, il me reste, pour être très honnête, 15 pages à Je t'en veux finir. pas. Mais tu vois, j'étais encore ce matin avant l'interview en train de finaliser la lecture. Et je trouvais ça chouette. Je trouvais ça... Ça me fait bien plaisir, Martin, que tu le prennes comme ça. Merci beaucoup. Et non, c'est plein d'humanité. Tes rencontres avec les gars, ce que vous avez fait ensemble, puis la manière dont tu en parles. Et ça, du coup, on peut le retrouver où, ce bouquin? Dans toutes les librairies en France, à Bordeaux chez Mola, Machine à lire, Librairie Olympique au Chartron. On peut le commander sur le site internet de ma maison d'édition, les éditions Kern. Allez dans les librairies, s'il n'est pas disponible, on peut le commander. Il est disponible absolument partout. Ok, donc là, c'est ton premier bouquin. Premier bouquin. D'autres projets de livres ou pas? Bien sûr, je suis déjà sur le deuxième. Ah ouais? Je suis déjà sur le deuxième. Faut pas le dire trop fort. Faut pas le dire trop fort. Bon, tu ouais, l'as dit quand même, je suis déjà sur le deuxième. faut que tu saches que c'est filmé quand même. Ah, c'est vrai, pardon. J'avais pas vu. Je savais pas. Bon, bah, Pierre-Nicolas, en tout cas, merci infiniment d'avoir témoigné de ton parcours. On va passer à la dernière séquence de cette interview avec la question signature. C'est parti. C'est quoi la question signature? T'as pas lu ce que je t'ai envoyé? Il vient de me dire c'est quoi la question signature? Ouais. La question signature, c'est en gros, là aujourd'hui tu es invité, tu as certainement quelqu'un dans ton entourage ou en tout cas quelqu'un de vivant, parce que le but c'est qu'il puisse venir témoigner. Ah oui, qu'il arrive jusqu'ici quand même. Et voilà. Jusqu'à la chambre 112. Voilà, à la chambre 112 du Mondrian, qu'on remercie encore infiniment de nous mettre à disposition les chambres pour faire les interviews. Du coup, est-ce que tu aurais quelqu'un que tu as en tête, que tu aimerais voir dans Confidence? Alors, ouais, je pense que ça serait intéressant. En plus, elle vient de sortir son livre chez Albin Michel, Marion Fritsch, qui est une poétesse. Je vois qui c'est. Amie. Je la suis. Qui habite Paris. Et elle serait sûrement très heureuse de venir en parler. Et donc, je pourrais, si tu veux, lui en parler. Avec grand plaisir. Ouais. Ah, j'adore ce qu'elle fait. En plus, je dois la voir ce soir au téléphone à 18h. Ouais, en plus, j'adore ce qu'elle fait sur... Très bien. Eh bien, je vais parler à Marion Fritsch alors. Elle écrit vraiment, vraiment bien. Elle est géniale et puis elle est adorable. Tellement gentille, passionnée et puis défenseuse de la poésie. Ouais. Ah non, elle écrit vraiment bien. Elle aura des choses à dire. Et je trouve que tu vois, genre, quand tu as autant de personnes qui te suivent, c'est assez significatif. Alors, pas tout le temps, évidemment, mais elle a une capacité d'écriture qui est quand même... Ouais, et puis je sais pas depuis combien de temps pardon, elle est sur les réseaux sociaux, mais pour avoir autant de monde, c'est qu'elle est là sûrement depuis un moment, ou peut-être que ça a été très vite, je sais pas, j'ai jamais posé la question, mais tu lui poseras la question quand elle viendra dans Confidence. Je vais lui parler ce soir. Et elle s'appelle comment déjà sur... Un livre, une histoire. Ah, c'est ça. Eh ben écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de la recevoir. Ça serait bien. Eh ben écoute, en tout cas, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. C'est important. Si on veut que le projet Confidence continue, on a aussi besoin de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous et puis à laisser aussi des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bonne journée. Merci Martin. Yes. Ah, on a passé un bon moment. Ouais, c'est cool. J'ai pas vu le temps passer, moi.